Mesdames et messieurs, bonjour. Je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire organisé par Product DNA. On va parler, vous avez sans doute suivi les votations avec beaucoup d'attention le week-end passé, donc l'initiative a été refusée. Ceci dit, c'est un contre-projet qui va entrer en vigueur d'ici une centaine de jours. Et la question qu'on va essayer de traiter de manière un peu holistique tout au long de ce webinaire, c'est quelles seront les implications et les opportunités pour votre organisation. Alors, je vais rapidement commencer par le contre-projet qui a été donc voté indirectement par le refus de l'initiative ce week-end. Donc, il y a dans ce contre-projet une norme qui touche toutes les entreprises suisses. Il y a des exceptions pour les PME ou des entreprises qui ne seraient pas dans des secteurs à risque, mais elles auront un devoir de diligence et une obligation d'établir des rapports sur les minerais provenant de zones de conflit et le travail des enfants. Cela impliquera une triple obligation, déjà d'identifier et d'évaluer les risques d'effets néfastes sur leur chaîne d'approvisionnement, d'élaborer un plan de gestion des risques et de prendre des mesures en vue de réduire au minimum les risques constatés. Pour les sociétés d'intérêt public ou les grands instituts financiers, donc ça c'est valable aussi pour les filiales des entreprises, il y aura une obligation d'établir des rapports sur les questions non financières. Les questions non financières, c'est par exemple les questions environnementales, les questions sociales, les questions de personnel, le respect des droits de l'homme ou la lutte contre la corruption. Et ça impliquera une traçabilité. Alors, il y a aussi des restrictions par rapport à ces entreprises-là, donc il faudra qu'elles aient plus de 500 collaborateurs, ou alors un total au bilan de 20 millions minimum ou un chiffre d'affaires de 40 millions au cours des 2 exercices consécutifs. Mais quoi qu'il en soit, la plupart des grandes institutions financières du pays seront concernées et auront ce devoir de diligence. Pour les sociétés, donc toujours d'intérêt public et les grands instituts financiers, les filiales et sous-traitants qui dépendent économiquement d'une entreprise suisse à l'étranger auront une responsabilité devant les tribunaux étrangers dans ce cas-là. Donc pas en Suisse comme le voulait l'initiative. En fait, c'est comme actuellement. Si on regarde un petit peu plus largement, les choses bougent aussi à l'étranger. En France, les multinationales doivent maintenant veiller à respecter partout dans le monde les droits humains et les libertés fondamentales. Donc ça s'adresse qu'aux très grandes entreprises, mais elles doivent aussi surveiller la santé et la sécurité des personnes, ainsi que l'environnement. La loi concerne cette fois-ci les maisons mères, les filiales et les fournisseurs aussi. Et puis, ces derniers devront publier une cartographie des risques, un dispositif de suivi des mesures prises, auditer les sous-traitants et fournisseurs, puis avoir des mécanismes d'alerte. Donc là, on va aussi assez loin. Et ce qu'on voit, c'est qu'en Europe, il y a un peu deux tendances. Il y a certains pays comme l'Allemagne et la Suisse qui ont décidé de garder encore la responsabilité individuelle prioritaire, et des pays comme le Royaume-Uni ou la France qui sont allés avec des lois un peu plus contraignantes. Quoi qu'il en soit, il y aura une uniformisation qui va se faire au sein de l'OCDE et maintenant il y a des discussions au niveau de l'Union européenne parce que jusqu'à présent, c'était les principes RUGI, donc les principes directeurs de l'ONU qui faisaient foi, mais il s'agissait de recommandations non contraignantes. Maintenant, on va aller vers des législations un peu plus contraignantes. Donc, je vous enverrai un résumé de tous les documents avec toutes ces informations-là. Comme ça, vous aurez les détails des lois qui vous concernent par rapport à vos activités précises. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si vous ne vous sentez pas encore concerné aujourd'hui par ces législations, il y a une lame de fond. Si l'initiative a été refusée le week-end passé, c'est parce qu'il y avait une majorité de cantons qui l'ont refusée. Mais en réalité, on était à 50,7% du peuple qui l'a accepté. Donc, il y a une tendance. Et on le voit aussi dans l'éthique et dans la responsabilité sociétale des entreprises et multinationales vont dans cette direction-là. Et automatiquement, il y aura des effets on va dire, effets boule de neige ou effets de cascade sur les fournisseurs, donc les PME qui sont ici en Suisse ou à l'étranger. Il y a aussi de fortes demandes citoyennes. Donc, il y a des tendances qui commencent à créer des standards par branche. Et ça, c'est ce qu'on voit typiquement avec le scandale qu'il y a eu au Rana Plaza au Bangladesh. Vous vous souvenez peut-être en 2013, une usine s'était effondrée. Il y avait eu plus de 1000 morts. Mais en fait, ça a créé de nouveaux standards dans la branche du secteur textile. Et ça va être le cas dans d'autres secteurs aussi, au fur et à mesure qu'il y aura des nouvelles législations, des accidents qui vont arriver. D'un autre côté, il faut vous poser une vraie question, c'est est-ce que vous êtes préparé à assumer
une crise d'image pour votre entreprise. Admettons en 2013 qu'on ait retrouvé votre logo, même sur des habits de travail dans le Rana Plaza, et que c'est dans la presse. Est-ce que vous êtes prêt à assumer ça? Et en fait, c'est un peu la question qui va se poser aujourd'hui durant ce webinaire, et il ne faudra pas hésiter donc à interpeller les intervenants par écrit donc, et ils répondront à la fin du webinaire sur les implications que ça peut avoir aussi pour vous et les bonnes pratiques. Pour en parler aujourd'hui, nous avons Robin Cornelius, qui est le fondateur de Product DNA. C'est un visionnaire dans son approche du business. Et puis, pour lui, ce qui est important, c'est d'avoir un mode de consommation qui soit responsable et éthique. On aura un témoignage d'entreprise aussi. C'est Frédéric Maur, qui est CEO de BioApply. Donc, c'est un client, en fait, qui travaille avec Product DNA depuis de nombreuses années. Et lui, ce qu'il fera, c'est qu'il donnera son témoignage sur ce que cette démarche en traçabilité lui apporte pour son entreprise. Nous aurons également Sandra Schlittler, qui est responsable du pôle conseil chez Product DNA. Elle a plus de 15 ans d'expérience au sein de la société. Et puis, elle vous présentera les services et la méthodologie de traçabilité utilisée. Il y aura aussi Bertrand Cardis, qui est, lui, dans le conseil d'administration de Product DNA. En tant qu'ingénieur et PFL, il apportera plutôt l'aspect technique de la traçabilité en vous parlant de la sécurité des données. Et puis, pour finir, last but not least, il y aura Dan Thi Nguyen qui est en charge de la communication chez Product DNA. Puis elle vous parlera plutôt du défi que cela représente de communiquer en toute objectivité sur la traçabilité et la transparence d'une marque. Alors, sans tarder, je vais passer la parole à Robin Cornelius qui va tout de suite ouvrir ce webinaire en vous introduisant les notions de traçabilité et de transparence et en quoi celles-ci sont essentielles. La parole est à vous, Monsieur Cornelius. Merci beaucoup, Raphaël. Merci, Susanna, de nous accueillir et d'organiser ce webinaire. Vous êtes vraiment une équipe magnifique. Ça, c'était quand même important que vous le sachiez. Alors, on va partager un bon moment, j'espère. Il y a 15 ans, quand était créé Product DNA, il y avait une raison. C'est que j'étais dans une activité très B2C avec des clients, une marque. Je dis comment dire tout ce qu'on fait de bien, comme toutes les entreprises, sans mettre des panneaux de pub partout et tout. Et alors, avec un collègue qui travaille avec nous, Gilles Dana, il dit on n'a qu'à mettre un code sur un habit. Les gens vont sur le code, ils vont sur le site, et puis tu peux raconter toute ta vie, Robin. Je dis ah, c'est intéressant. Et c'est parti de là. Il y a 15 ans, c'était pas opportuniste, mais c'est une manière intelligente, je pense, de dire ce qu'on fait de manière simple et que le consommateur cherche l'information. Maintenant, c'est plutôt comment on dit ça, c'est presque une obligation. Vous allez voir la tendance. Raphaël a bien résumé. Il y a une nouvelle tendance du marché, les 50,7% votés pour, de l'information. Et je pense que l'exigence du consommateur, elle est latente vis-à-vis d'une marque. Il n'a plus la même perception d'une marque. Il veut essayer de comprendre. Et voyez-vous ce qui se passe maintenant, surtout en Europe, là, j'ai noté cartographier les risques, comme dit Raphaël. Mais nous, on ne veut pas cartographier les risques, on veut cartographier l'excellence. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un processus. Vous voyez, là, merci pour le slide. Voilà, il y a une demande. Donc, qu'est-ce que nous, on fait? C'est tout simple. On propose aux entreprises de cartographier tous les processus qu'ils souhaitent et de manière neutre, indépendante, objective. Je répète, nous sommes une entreprise neutre, indépendante, objective, c'est important. C'est le principe du monitoring indépendant. Alors, en cartographie, l'entreprise va apprendre de l'information. Elle va le partager à l'interne, puis quand elle a toute cette information, elle issue un code, elle le publie au marché. Transparence de produits ou de processus est donc, en fait, le mot-clé pour moi. Maintenant, une définition simple. Ouais, je vous laisse dire, je ne vais pas répéter, ça ne sert à rien, mais c'est vraiment simple. Et un produit tracé via transparent lorsqu'on donne accès au grand public. Mais j'étais en train de dire, donc, tu parlais au slide suivant, merci. La transparence, il faut la traçabilité. Ah bon, moi je suis transparent, je fais tant de chiffre d'affaires, on est 15 collaborateurs, j'achète dans 5 pays, j'ai 5 agents. Ah, magnifique. Il s'appelle, voilà. Puis il fait quoi l'agent? Ben, il me fournit. Mais il y a quoi derrière? Tu remontes l'étape 1, 2, 3, 4. C'est tout ça la transparence, la traçabilité. Donc, la transparence, l'acte s'ouvrir, cette démarche qui est clé. Parce que je m'étais fait une note qui est juste, il y a 3 éléments. C'est qu'il faut absolument, comment dire,
dans une démarche de transparence et de traçabilité, répondent, c'est une forme de respect pour le consommateur. Vous avez plein d'entreprises qui travaillent en B2B, qui sont dans le service, vous n'avez pas toujours des consommateurs. Mais à la fin des fins, ça finit toujours par le consommateur, parce que le consommateur, c'est nous tous, c'est citoyens. Et plus une entreprise peut montrer en toute sérénité ce qu'elle fait, elle a l'occasion de communiquer par les réseaux sociaux, on le verra après avec Danty, c'est tout du gagnant. Et je vais vous dire quelque chose, quand on en parlait à l'interne, c'est peut-être bien vaudois, mieux vaut agir pour gagner, entre guillemets, agir dans des démarches nouvelles, que de réagir pour ne pas se faire larguer ou pour ne pas perdre. Et action, il vaut mieux que réaction. Et ça paraît un peu ésotérique, ce qu'on dit, ça paraît un peu flou, mais j'espère que les prochains intervenants, vous allez voir la démarche et ça va être beaucoup plus clair pour vous. Vous allez pouvoir répondre à la demande, communiquer vos valeurs. Mais quand un consommateur découvre vos valeurs par son action, ça a une crédibilité énorme. Ce n'est pas une pub qui dit dans un journal que vous allez chez le médecin, tiens, avec une petite phrase sympathique. Et c'est démontrer son engagement responsable, c'est ce qu'attendent les consommateurs. Mais on a vu toutes les pubs, travail d'enfant, c'est là depuis tout le temps. Mais on a mis l'accent sur la peur, il faut réagir, il faut légiférer. Oui, mais il faut mettre l'accent sur l'excellence. Moi, je suis rousseauiste. L'homme est fondamentalement bon, et je ne suis pas obésien en disant l'homme est un loup pour l'homme. Donc 80%, 90% des entreprises font les choses très bien. Et puis, elles sont dans leur boulot. Elles n'ont pas le temps de dire il faut que j'ai cherché cette info, pourquoi je sais ce que je fais. Donc, alors, puisqu'on le fait bien, autant le formuler dans une démarche qu'on va vous proposer. Et puis soyons quand même, on se différencie des concurrents. Parce qu'entre deux marques, j'ai une paire de lunettes, 10 francs, c'est là 9,90, 20 balles. Comment a été fait, par qui, où, comment? Je pense le consommateur, très rapidement, il dira, mais pourquoi l'autre, il ne dit rien? Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Frédéric, bienvenue. Oui, bonjour. Alors, merci pour cette invitation. C'est vrai que la marque dont parlait Robin, on la connaît assez bien. C'était une marque qui s'appelait Switcher. Et d'ailleurs, chez BioApply, c'était l'un de nos tout premiers clients. Ça nous remonte à 2006. En fait, on a monté cette entreprise en 2006 et avec l'idée de développer des solutions biodégradables et compostables. Donc, l'objectif de ma présentation, ça va être de vous donner un angle beaucoup plus concret. Comment est-ce que ça fonctionne, la traçabilité, la transparence au quotidien chez BioApply, ce qu'on fait depuis une dizaine d'années. Donc déjà, je vais vous donner un peu de contexte. Donc en fait, le constat pour nous qui nous a motivés pour lancer BioApply, c'était tout d'abord celui de la pollution, dans le monde bien sûr, mais aussi en Suisse où il y a en fait près de 14 000 tonnes de matière plastique chaque année qui terminent soit dans les sols, soit dans les eaux. Et en fait, il y a un impact croissant du packaging et notamment de tout ce qui est sacs, les fameux sacs en plastique, qui à l'époque étaient essentiellement des sacs à usage unique en polyéthylène. Et puis aussi, il y avait cette idée que chez nous, en Suisse, on fait un peu mieux que les autres, que nos voisins en matière de développement durable. Et finalement, c'est un constat qu'on peut contester, sachant qu'aujourd'hui, la consommation de plastique en Suisse est près de 3 fois supérieure à celle de nos voisins. On parle donc de 100 kilos de déchets plastiques qui sont consommés chaque année par habitant. Même en termes de recyclage, où on pense être les bons élèves, et bien finalement, on arrive à 25% de recyclage du plastique, alors que l'Allemagne et l'Espagne arrivent à 35% et la Suède jusqu'à 40%. Donc, notre mission, c'était donc de développer des solutions packaging tout à fait fonctionnelles qui peuvent être utilisées comme du plastique traditionnel, mais qui ont l'avantage d'être d'origine végétale, d'être compostables, donc qui peuvent être valorisées en fin de vie et réutilisables. Et surtout, l'objectif, c'est de permettre à nos clients, donc à toutes les entreprises, de progressivement quitter le plastique et d'autre part, de contribuer à la valorisation des déchets organiques. Donc, on a des solutions qui sont tout à fait adaptées au retail. Ça peut être des sacs pour les fruits et légumes, ça peut être des livraisons à domicile, qui est un secteur qui a beaucoup augmenté durant la crise du Covid. Ça peut être des boulangers, un label comme BioSuisse, des pharmacies. Donc, c'est très divers. On a aussi des solutions qui sont conçues pour la gestion des déchets. Donc, ça commence à la maison avec des petites poubelles vertes et puis des solutions de sacs pour trier des déchets organiques. Et ça va jusqu'aux communes et aux cantons et aussi auprès d'institutions comme les HUG, le canton de Vaud, de Genève et de Berne qui sont nos clients.
Donc, l'association de ces deux volets, donc le côté retail et le côté waste, ça nous permet d'avoir ce cercle vertueux qui commence avec le consommateur, qui va utiliser un sac, qui ensuite va le réutiliser pour trier ses déchets, qui va ensuite soit le mettre au compost de jardin, soit ça va être dans une filière de compost industriel, et ça va permettre de générer du biogaz ou du humus, et donc on a une boucle vertueuse. Nos produits, en fait, ils ressemblent beaucoup au plastique. Ça c'est clair, c'est très, très difficile de différencier les choses. Donc, rapidement, on s'est posé des questions. Comment vraiment rendre le produit reconnaissable par le consommateur, mais aussi par toute la chaîne et par ceux qui s'occupent de la gestion des déchets. Donc, sur tous nos produits, il y a les certificats en vigueur, qui sont les certificats OK Compost et OK Home Compost. Et puis, on est allé une étape un peu plus loin. On a décidé de mettre un nid d'abeilles sur tous les sacs, de façon à ce qu'on puisse bien les reconnaître. Et par exemple, si vous avez un sac qui est en décomposition dans une compostière, s'il y a un fragment de sac, eh bien, la personne qui s'occupe de ça va très rapidement pouvoir identifier celui-ci comme étant compostable. Donc tout ça, en fait, c'est des choses qu'on avance et c'est des choses qu'on revendique. Mais comment est-ce que vous pouvez nous faire confiance? Comment est-ce que le marché peut nous faire confiance? Comment est-ce que ceux qui gèrent les déchets peuvent nous faire confiance? Donc on s'est posé la question, comment rendre ces certificats qui sont imposés sur nos sacs identifiables et traçables? Comment réellement prouver que notre supply chain est cohérente, qu'on fabrique localement? Comment assurer qu'on identifie un batch de production défectueux, que la matière première soit bien celle qu'on communique, que finalement il s'agit vraiment d'un produit authentique. Donc on a recherché à l'époque, ça fait une dizaine d'années maintenant, une plateforme. En fait, on a trouvé Respect Code. Je connaissais déjà Robin par Switcher. Et puis, on s'est dit, en fait, ça, c'est un outil très intéressant parce que dès lors, tous nos produits seront identifiables via la plateforme, donc seront traçables pour le consommateur, pour les entreprises. Et puis, donc, pour nous, c'était aussi un formidable moyen de mettre en avant tous les engagements qu'on prenait. Et puis, aujourd'hui, on a plus de 100 millions de sacs qui ont été rendus traçables grâce à cette plateforme. Donc, je vais vous donner 3 exemples où, très concrètement, la plateforme a pu nous aider. Le premier, en fait, sur le marché, il y a beaucoup de sacs comme celui qu'on voit sur la droite qui sont effectivement potentiellement compostables et qui ne sont pas forcément frauduleux, mais qui ne sont pas vraiment cohérents parce qu'ils vont venir, par exemple, de plusieurs milliers de kilomètres. Et donc, on peut vraiment parler de greenwashing. Dans notre cas, comme vous pouvez le voir à gauche, et on verra ça plus en détail tout à l'heure, on veut vraiment une chaîne d'approvisionnement qui soit cohérente, donc qui soit locale. Et donc, la plateforme nous a permis de mettre en relief en fait, cet avantage et de le rendre donc accessible à nos clients. Un deuxième cas, c'est les produits copiés et frauduleux. Même des sacs, en fait, aujourd'hui peuvent être copiés. Donc, dans ce cas, en fait, c'est des sacs qui ont été retrouvés au Chili, qui sont en fait des sacs en plastique faussement communiqués comme compostables, avec des certificats qui sont en fait nos certificats. Donc, ils ont impunément utilisé nos certificats sur ces sacs en plastique. Et bon, c'est vrai c'est difficile de combattre ça, mais on s'est aperçu qu'en ayant le Respect Code systématiquement sur nos sacs, en ayant un QR code très spécifique et qui ramène sur une chaîne, eh bien, ça rend cet exercice de copie et de fraude beaucoup plus difficile. Troisième cas, donc qualité. Donc, on peut avoir des problèmes de qualité comme toute entreprise. Dans ce cas, en fait, on voit sur l'image de gauche un client qui a reçu ses sacs, qui allait les acheter à la Migros d'ailleurs, et il pensait les avoir achetés à la Migros, et lorsqu'il les a utilisés chez lui, le sac s'est déchiré, le sac n'était pas conforme aux attentes, donc il nous a écrit, et puis on lui a demandé en fait d'identifier dans le soufflet le Respect Code, et puis donc on a pu tracer le batch de production. On s'est aperçu que le sac avait plus de 5 ans, sachant que les sacs compostables ont une durée de vie de 18 mois. Et donc, il s'est effectivement aperçu qu'il s'était trompé, qu'il avait utilisé un sac qui traînait en fait chez lui. Et donc, ça nous a permis de résoudre très facilement via la plateforme ce problème de qualité. Donc là, on va prendre un exemple de traçabilité. Donc ça, c'est un produit qui s'appelle le Biopack. Ce sont des filets en fait pour faire des achats de fruits et de légumes. Ce sont des filets qui sont faits à partir de cellulose de bois fabriquée en Europe. Donc en fait là, j'aurais pu directement scanner ce QR code qui était sur le produit. Et là en fait, on va donc indiquer le code qui figure sur le produit et on va pouvoir tracer le produit.
Donc ici, on a sur la droite la carte avec les différentes étapes du processus de production, donc, qui sont essentiellement en Europe et aussi à Istanbul. Donc, le produit s'appelle le Biopack. Il est fabriqué en Autriche. On a la date de production ici, quelques images. On peut en savoir un peu plus. On voit que c'est une petite production de 90 unités, parce que c'était en fait des échantillons. Et puis là, si on descend, on a donc toute la chaîne avec les 4 étapes, donc la R&D et la conception qui est faite par BioApply, avec quelques détails, quelques infos sur l'entreprise, notamment le fait qu'elle est certifiée. La matière première qu'on a rendue aussi transparente. Ici, donc on voit que c'est une entreprise qui s'appelle Lenzing, qui est en Autriche. C'est du scrap wood, donc des déchets de bois. On a quelques images qui illustrent en fait les bobines de cette matière. On a aussi, ça c'est intéressant, la possibilité de voir un certificat. Est-ce que les certificats sont vraiment valables? On va voir que oui, ils sont accessibles ici. Donc, on a les certificats de notre partenaire qui peuvent être en tout temps consultés. Oups, pardon. Alors, excusez-moi. Voilà. Ensuite, on a la prochaine étape qui est le conditionnement. Ici aussi, BioApply a décidé de rendre le partenaire transparent. C'est une société qui s'appelle VPZ à Graz, avec une petite illustration sur le conditionnement des produits, un certificat aussi FSC. Là, vous voyez, donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut aussi rendre des étapes donc anonymes. Donc ici, on ne voulait pas donner le nom du fournisseur. On a cette flexibilité. Peut-être qu'on le fera un jour, mais on peut quand même ajouter des photos sur les ateliers. Voilà. Et puis enfin, la distribution, donc, qui est assurée par BioApply. Là aussi, donc, on a les certificats auxquels on peut accéder. Ici, on voit que donc, le certificat est toujours conforme et valide. Donc, on aurait pu arriver aussi d'une autre façon sur la plateforme. On aurait pu aussi directement aller par la recherche de marques ou de secteurs plutôt. Donc ici, on voit que dans le packaging, il y a 3 entreprises qui sont mentionnées, dont BioApply. Donc, on a un petit résumé sur la société, ses fondamentaux. Et puis là, quelques produits qu'on a décidé de rendre accessibles. Donc, c'est les produits standards. Ça, c'est notre best-seller, le BioShop Standard. De nouveau, on a toute la chaîne ici qui apparaît sur la carte. Donc ici, tout est en Europe. On va en savoir un peu plus sur le produit. On voit qu'il y a 250 000 unités qui ont été fabriquées, que c'est un sac pour faire ses courses, mais aussi qui permet dans un deuxième usage de collecter ses déchets organiques. De nouveau, la même chaîne ici. Bon, je ne vais pas passer toutes les étapes, mais le fournisseur de matières premières qui est Novamont, qui est ici, avec ses certifications ISO, avec l'image du chardon qui fait partie des éléments qui composent le produit. On a la transformation, cette étape. De nouveau, on l'a rendue confidentielle, mais on a quand même quelques images du site de production et des chaînes d'extrusion pour faire les films compostables. Et enfin, BioApply. Pour conclure, donc, ce que je voulais ajouter, c'est que… Non, c'est le prochain slide. Cette expérience de maintenant près de 10 ans avec Respect Code, pour nous, ça a été extrêmement vertueux. Ça nous a poussé à être toujours plus transparents. De plus en plus, on va indiquer le nom de nos fournisseurs. Ça nous pousse aussi naturellement, de par la transparence, à être toujours plus exigeants dans ce qui concerne donc, la qualité, la durabilité de nos produits. Et aussi d'assurer que ce ne soit pas que nous, mais aussi tous nos fournisseurs et tous les acteurs qui sont en amont, les fournisseurs d'encre, de master batch, de films compostables, de vraiment s'assurer que le tout soit cohérent. Et on a aussi remarqué que ça inspirait nos clients, comme nos fournisseurs, et qui eux aussi envisagent maintenant cette démarche de traçabilité et de transparence. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup Frédéric. Et puis, 10 ans déjà, bon, le temps passe très vite. Et on a remarqué une autre chose assez intéressante. Parmi les adhérents, des gens qui ont, comme Frédéric, la traçabilité de ses produits, 2 entrepreneurs ou 2 entreprises, ah bon, on se donne une carte de visite, salut, tu fais quoi, ouais, ton chiffre, voilà, n'importe quoi. Là, a dit, montre-moi ta chaîne, regarde la mienne. C'est qu'on peut communiquer, simplement dire, va voir, ah, c'est cool ce que tu fais. Ah, mais je ne connaissais pas ça. Ah, le certificat, il est bien.
Ah bah oui, mais je trouve que je te recommande d'avoir celui-là. Il se passe une émulsion. On ne va pas parler d'un LinkedIn, mais vous êtes quand même 3000 potentiels membres, ce qui représente un tiers des emplois, environ 130 000 dans le canton de Vaud. Imaginez, et c'est un des buts, qu'il y a une espèce de clusters qui se construisent, et puis qu'on ait une plateforme où tout le monde peut aller et tout le monde produit ses produits, et on peut dire que c'est comme un réseau d'entreprises traçables, transparentes, et je pense que là, on a, pour ceux qui exportent, c'est magnifique, et même pour ceux qui importent, ils peuvent montrer leur importation, parce que je termine quand Frédéric il dit « oui, c'est tout fait en Europe », il a raison, c'est mieux que de produire peut-être à l'autre bout du monde, mais dans certains cas spécifiques, des pièces usinées, si c'est obligé de venir de l'autre bout du monde, bon, on calcule le coût CO2, on a des calculateurs pour ça, et puis il peut tout présenter comment ça fonctionne. Voilà, merci. Maintenant, Sandra va nous parler, comme depuis 15 ans qu'elle est aussi là, qu'il n'y a pas que des chaînes classiques, il n'y a pas que des produits de consommation, il y a des carrières, il y a des entreprises. Vous allez découvrir toutes les solutions qui sont toujours liées à la traçabilité. Moi, il y a beaucoup d'approches, de conseils, de cartographie, comme disait Raphaël au début. Alors voilà, Sandra, merci. Merci Robin pour ton introduction. Donc moi, je vais vous parler en fait en parallèle de la plateforme Respect Code. Je vais vous présenter comment concrètement se passe une démarche de traçabilité chez Product DNA pour nos clients. Tout d'abord, qu'est-ce que nous traçons? On peut tracer des produits de consommation, finalement tout type de produits finis, de la cosmétique, du textile, des produits alimentaires entre autres. On trace des produits industriels ou semi-finis, par exemple dans le cadre de la construction des aciers d'armature. Et puis, on trace également pour le secteur public ou le secteur privé des matières premières, des matériaux bruts, par exemple l'approvisionnement du matériau bois ou de la pierre. Ce qui est important, c'est que nous pratiquons plutôt une traçabilité ascendante, c'est-à-dire que nous partons du produit, du lot, et nous allons remonter la filière. Nous allons essayer d'identifier chaque étape en essayant de remonter le plus en amont possible. Et on va la cartographier, donc comme l'a montré Frédéric, avec l'identité des usines, le lieu géographique, et puis on va collecter les documents liés aussi à la responsabilité sociale et environnementale. Donc finalement, pourquoi est-ce qu'on cartographie? Quel enseignement peut tirer une entreprise ou une marque à entreprendre cette démarche? Tout d'abord, en fait, ça permet d'évaluer le niveau de connaissance qu'on a de chacune de nos filières ou des filières dans lesquelles nos produits sont impliqués. Par exemple, savoir si la filière est une filière transparente ou si elle est plutôt opaque. La cartographie, ça va permettre de révéler d'éventuels risques ou des suspicions de risques sociaux environnementaux. Finalement, ces risques peuvent être mineurs, mais ils peuvent aussi être critiques et se transformer en risque de réputation ou en dégâts d'image. Cartographier, en fait, ça permet également de comprendre la complexité des filières. Par exemple, si vous achetez des produits via un agent, vous aurez peut-être peu de visibilité en amont. Par l'exercice de la traçabilité, on va peut-être pouvoir se rendre compte si les longueurs des filières sont adaptées, si elles sont excessives, s'il y a du double sourcing, des étapes inutiles et finalement faire évoluer à terme nos pratiques d'achat. Et puis, finalement, ça permet aussi tout simplement de visualiser la chaîne d'approvisionnement ou de production ou le cycle de vie d'un produit ou dans l'eau, si on a la volonté de le communiquer soit à ses parties prenantes, soit au consommateur final. Comment est-ce que en fait, ça se traduit chez nous en termes de prestations? Tout d'abord, toujours cette identification et cartographie des chaînes. Suite à ça, on espère une optimisation
des chaînes d'approvisionnement. À partir aussi des éléments récoltés, nous faisons des recommandations auprès de nos clients, on les accompagne dans des démarches de certification ou dans des demandes d'audit. Et puis le dernier axe, c'est l'axe de la transparence, consommateur ou client B2B. Pour cela, nous avons développé en fait une méthodologie. On a une méthodologie unique, multisectorielle, et on appuie sur cette méthodologie une expertise métier. Si nécessaire, soit on possède cette expertise en interne chez nous, soit on la trouve à travers un réseau d'experts métiers que nous avons mis en place. Rapidement, cette méthodologie, en fait, il y a 3 étapes. On part toujours d'une cartographie. Alors, si possible, dans un périmètre restreint, ça peut être un groupe de produits, ça peut être une période donnée, ce qui va nous donner les premiers enseignements. Et surtout, en fait, ça va permettre de ne pas être chronophage dans l'entreprise. En fait, c'est plutôt un pilote, mais ce pilote, cette première étape, va nous permettre ensuite de la déployer dans un périmètre plus large. Donc, c'est ce qui est la deuxième étape, vers des chaînes tracées. Et ça va permettre d'intégrer cette démarche dans les processus internes, dans les process d'achat, en fait, pour viser l'autonomie. La deuxième étape, on passe vraiment d'un pilote à un engagement d'entreprise. Et puis finalement, troisième étape, un instant T, s'il y a une volonté que la marque ou l'entreprise a envie de partager l'intégralité des informations qu'elle a récoltées sur ces chaînes ou seulement une partie, comme l'a fait Guerlain, on passe d'une traçabilité à une transparence. Voilà, donc sur Guerlain, je vais vous montrer, on a 3 exemples d'une seule méthodologie, mais de différentes mises en application. D'abord, Eiffage. Eiffage, en fait, c'est le 3e groupe de construction en France. La ville depuis une administration publique et puis Guerlain, qui est une marque cosmétique de luxe qui fait partie du portefeuille du groupe LVMH. Tout d'abord, Eiffage. Alors, Eiffage, c'est vraiment un exemple d'accompagnement en traçabilité. Pour le contexte, en fait, Eiffage nous avait contacté il y a un peu plus de 4 ans suite à une interpellation du VVF sur ses approvisionnements en bois. Or, Eiffage n'avait pas de segmentation matériaux au niveau du suivi de ses achats. Donc, depuis, nous agissons en fait comme une agence tierce partie sur la traçabilité de ces achats pour les opérations à fort volume de bois. Et on essaye de travailler de l'origine forestière à la livraison sur le chantier. Donc concrètement, on intègre des exigences de transparence chez leurs prestataires dans les contrats. On fait un suivi du processus, une collecte des preuves, des flux physiques, de la commande à la livraison sur le chantier. Et puis, on fait une cartographie complète de leurs filières, de leurs multiples filières bois par rapport à une opération donnée. Tous les éléments agrégés sont stockés sur la plateforme Respect Code. On met cette fois en mode privé, donc vous n'allez pas pouvoir la voir pour cause, mais pour le public, nous avons créé en fait l'étiquette bois que vous voyez à l'image. C'est une étiquette bois qui en fait synthétise les principales informations que nous avons récoltées tout au long de l'opération jusqu'à sa livraison, où vous allez trouver le volume de bois, l'origine forestière des bois utilisés, le lieu de transformation,
le pourcentage de bois labellisé, et puis en bas, vous avez un QR code que vous pouvez scanner pour avoir des informations complémentaires et pour pouvoir voir la méthodologie que nous avons utilisée pour les calculs de pourcentage. Deuxième exemple, là on est sur un exemple d'intégration de la traçabilité dans une soumission publique, dans un appel d'offres. Là on est pour la ville de Puy. On accompagne l'acheteur public de l'appel d'offres. On peut en tout cas l'accompagner de l'appel d'offres jusqu'à la livraison sur le chantier. Là, on est sur l'achat de fournitures grès granit, mais en fait, ça pourrait être aussi l'achat de vêtements professionnels ou autres. Ce qui est intéressant en fait dans cet exemple, c'est qu'on voit concrètement que dans le secteur public, chez nous aussi, on a une évolution des pratiques avec l'intégration d'un critère de traçabilité à hauteur de 15% dans la note globale. Voilà. Troisième exemple, c'est l'exemple dont je vous parlais avant, c'est Guerlain. Guerlain, en fait, avec laquelle on collabore depuis quelques années. D'abord, on a collaboré en mode privé avec eux, et puis à un moment donné, Guerlain a souhaité en fait partager une partie des informations de traçabilité avec ses clients et ses clientes en mode totalement public. Donc pour Guerlain, nous avons créé en fait une plateforme customisée à partir de notre propre plateforme Respect Code. Vous avez le lien, donc vous pourrez aller la voir. Cette plateforme, en fait, elle est en ligne, elle est disponible au niveau international. Elle regroupe à peu près l'ensemble en fait, des produits Guerlain. Il y a 150 produits. En fait, Guerlain a été la première marque cosmétique à avoir lancé une plateforme de transparence, on était fin 2018, qui indique l'origine des composants de ces produits et aussi l'identité de certains de ses fournisseurs. Voilà, alors là, on est sur une vidéo de Guerlain. Donc, on est sur le site de Guerlain. Le client peut aller choisir un produit. Et en fait, quand il a choisi son produit, il peut aller cliquer sur l'icône traçabilité. Et là, il va se retrouver sur notre plateforme customisée où on peut voir toutes les étapes et il va pouvoir trouver l'origine des composants et même l'identité, par exemple là sur le packaging, l'identité du fournisseur qui est Veressence, l'identité des fournisseurs PAC et d'autres fournisseurs. Pour finir, finalement, pour votre traçabilité, vos propres chaînes d'approvisionnement, comment est-ce que vous pouvez, vous, avoir une traçabilité et la sécuriser? Je dirais d'abord par une plausibilité au fil de l'eau, c'est-à-dire de questionner vos fournisseurs, de demander à vos fournisseurs de questionner ses propres fournisseurs par des vérifications de traçabilité régulières qu'on peut faire avec un partenaire externe, une tierce partie. Nous avons quand même constaté que nous avons souvent de meilleurs résultats au niveau de la transparence des filières que nos clients parce que peut-être pour des raisons de concurrence, de confidentialité, peut-être parce que le fournisseur peut avoir peur d'être outrepassé et du coup, ça arrive aussi que nous, on signe même des accords de confidentialité avec des prestataires. Et puis, finalement, cette non-transparence est aussi une information pour le client. Voilà. Nous faisons de la traçabilité documentaire, finalement. Et puis, cet exercice de traçabilité peut être accompagné, renforcé par des éléments de sécurité, des marquages dont va vous parler Bertrand maintenant. Merci. Bien, bonjour à tous. Tu peux mettre le slide suivant, Ganti, voilà. En fait, dès le moment où on veut tracer un produit, on doit être capable de le nommer. Si on prend si on identifie ça à une analogie avec l'être humain, un être humain quand il naît, on lui donne un nom, un prénom,
on lui dit qu'on donne le nom de ses parents, une date de naissance, puis après on arrive à suivre sa trace tout au long de sa vie. Dès le moment qu'on veut rentrer un produit sur la proposition qu'on fait pour rentrer un produit sur la plateforme Respect Code, c'est d'être capable de nommer un produit et de retrouver son histoire. Donc, dans cette problématique, on a deux choses. Premièrement, une problématique d'authentification, c'est-à-dire d'être capable de dire que ce produit est un vrai produit et que ce n'est pas un faux, que ce n'est pas une copie. Puis une identification, c'est-à-dire un lien avec sa chaîne de traçabilité. Donc l'authentification, elle permet de vérifier si le produit est original et l'identification, elle permet de l'associer à la chaîne de fabrication. Pour l'identification, jusqu'à aujourd'hui, on a beaucoup travaillé avec des identifiants par QR code. Actuellement, on commence à travailler avec des puces RFID. Pour des matériaux, par exemple, comme la maroquinerie, on peut travailler avec des marqueurs moléculaires qu'on est capable de retrouver par la suite. Donc maintenant, au niveau de la plateforme Respect Code, on a deux façons de faire. On a une première façon, Danti vous en parlera tout à l'heure, c'est de rentrer, que l'information est rentrée par nos services, ou bien vous pouvez rentrer l'information par vos services, c'est-à-dire directement accéder à la plateforme et rentrer les infos de votre chaîne de traçabilité. Néanmoins, il faut savoir que notre plateforme, elle est connectée avec une technologie blockchain au KYC blockchain de SIGPA. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que vous rentrez une information sur la plateforme, cette information est gravée dans un blockchain. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si chaque fois que vous entrez une info, vous allez chez le notaire et puis vous lui dites, le notaire note que tel jour, telle heure, telle personne a donné telle information. Après, on ne peut plus l'effacer, c'est gravé. Vous pouvez après retourner chez le notaire, donc retourner sur le blockchain et dire l'information que j'ai mise était erronée ou a changé et puis modifier. Mais l'historique de la traçabilité de l'information, vous l'aurez toujours et vous ne pouvez pas l'effacer. Et avec ensuite un fournisseur, un fabricant d'un produit va rentrer une série d'informations dans lesquelles il va mentionner ses sous-traitants, comme vous l'avez vu dans l'intervention de Frédéric Mauch. Néanmoins, avec la blockchain, on va pouvoir demander aussi à chacun des sous-traitants de faire ce qu'on appelle un handshake, c'est-à-dire d'aller vérifier l'information qui a été rentrée à son sujet et puis de la valider ou ne pas la valider. En fait, c'est un système d'auto-déclaration qui permet à chacun de s'abonner à la plateforme et de rentrer sa chaîne de fabrication. Ce système cette blockchain fonctionne avec un système de blockchain qu'on appelle semi-privé, c'est-à-dire qu'elle est accessible à un certain nombre d'ordinateurs. Ce n'est pas comme une blockchain qui part sur la Terre entière. Et puis, elle est accessible par un code qui est indiqué dans le Financial Times tous les 15 jours. Donc, voilà un peu pour la sécurité de la plateforme Respect Code. À toi, Danti. Merci Bertrand. J'ai oublié de dire merci depuis le temps qu'on se connaît. Et il y a l'aspect cartésien et l'aspect un peu émotionnel créatif. Et tout ça, plus la communication d'Anti avec son envie de communiquer, toujours pas de greengraphisme, mais des faits et des figures. Je suis ravi de voir comment ça se déroule. Enfin, mais c'est magnifique. Et Danti, vas-y, lâche-toi, communique. Ok, donc voilà, pour cette dernière section, en fait, nous aimerions dire quelques mots sur notre manière de communiquer. Donc, comme vous pouvez peut-être aussi le constater, communiquer sur qu'est-ce que la traçabilité des chaînes d'approvisionnement, comment le consommateur final peut en bénéficier de manière concrète et simple, n'est pas une chose évidente. Donc, chez nous, à Product DNA, notre vision, elle est vraiment d'informer les consommateurs et de les rendre sensibles à la responsabilité sociale et environnementale qu'entraîne leur choix, tout en restant le plus factuel et objectif que possible. Donc, nous, on ne fait pas de promotion de produits. Notre but est vraiment de fournir des données collectées à nos clients, donc vous, les entreprises et les organismes publics,
pour que vous puissiez prendre des décisions éclairées dans vos processus d'achat et d'approvisionnement. Et on fait la même chose avec les consommateurs finaux, avec la communauté. Donc, on les informe de manière la plus objective et la plus synoptique que possible pour qu'ils puissent acheter en connaissance de cause. Donc, jusqu'à maintenant, on utilise beaucoup d'outils, les réseaux sociaux, on a les newsletters, on a aussi la plateforme Respect Code. Mais pour donner suite en fait à tout cela et pour avoir quelque chose d'un peu plus dynamique et intuitif, quelque chose de beaucoup plus facile à communiquer, on a développé ce concept de micro-vidéo qui rendrait le partage d'informations sur la traçabilité des produits plus facile. Donc, aujourd'hui, la vidéo, elle représente plus de 75% du trafic d'informations sur mobile au monde. Donc, savoir maîtriser en fait la communication via des moyens dynamiques et interactifs, tels que les vidéos, apporterait davantage de force et de crédibilité à l'information. Donc, c'est pourquoi on a lancé ce concept de micro-vidéo authentifié, où les informations qui y sont communiquées sont vraiment authentifiées via la blockchain et où tous les acteurs en fait, d'une chaîne d'approvisionnement sont visibles pour raconter l'histoire et l'origine d'un produit en moins de 45 secondes au consommateur. Donc, là, on va vous passer un prototype d'un exemple qu'on a fait dans l'industrie du textile. Donc, vraiment, en 40 secondes, on voit toute cette chaîne d'approvisionnement par où, en fait, le produit passe pour être fabriqué et ensuite distribué aux consommateurs. Voilà, donc on veut vraiment rester simple, informatif et dynamique. Et on est convaincu en fait que donner cette opportunité aux marques de facilement communiquer aux consommateurs finaux va vraiment démocratiser ce concept de traçabilité des chaînes d'approvisionnement et rendre son adoption beaucoup plus facile et rapide. Merci beaucoup, Danti. Alors, juste une chose, tout paraît simple, tout est compliqué, on va dire, dans la vie. On essaie de prendre tout le compliqué de notre côté puis simplifier pour vous. Comme Sandra disait, le but, c'est pas qu'on soit chronophage, le but, c'est que vous puissiez saisir vous-même les informations sur notre outil de traçabilité pour que pas dépendons de nous, que vous vous débrouillez. Et ça, c'est le but de donner l'indépendance au maximum. Et juste cette vidéo, cette micro-vidéo, elle paraît très simple. Mais sachez que, comme Danti l'a dit, c'est sécurisé par la blockchain. Pour faire cette vidéo, à des coûts qui doivent être, on ne parle pas de milliers de francs, on parle de centaines de francs. Comment est-ce possible? Ikea dit, construis ton armoire, tu la payes tant, c'est toi qui la fabriques. D'accord? Ben nous, on dit, tu veux montrer ta chaîne, tu es fier de ton étape, Tartampion qui est en train de nettoyer le jeans, eh ben, tu filmes toi-même. Tu prends un iPhone, 8, 7, 8, 9, 10. Tu filmes, tu mets sur GPS. On sait où tu es puisque c'est sur une chaîne qu'on a déjà tracée. Tu filmes 5 secondes, tu envoies ça par API, je vous la fais courte, on monte automatisé la vidéo, ça repart chez la marque, elle contrôle C toujours, on floute des images inappropriées, vous voyez, imaginez qu'un. Et puis on me dit, ouais, mais Robin, ça ne marchera pas parce que le type, il ne va pas se donner la peine. Alors je peux vous dire que s'il y a 5 étapes, et puis que moi je fais la 4e, puis je me dis, ouais, il me demande ça, puis je filme à la one again, la vidéo est magnifique et mon étape est mauvaise. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me donner la peine. Là, il y a un côté holistique. C'est un peu technique, mais vous avez le secteur primaire, secondaire, tertiaire. On a appris ça à l'école. Et matières premières, donc transformation et services. Pourquoi le secteur secondaire est toujours dans l'ombre? Pourquoi on ne sait pas? Pourquoi une marque, puis là je parle du textile, vous avez entendu le problème avec le Covid, ils annulent des commandes et ça va en cascade. Pourquoi les marges distribuées, quand on prend du paysan, elles augmentent, mais au milieu,
Celui qui fait du dyeing, de la teinturerie, par exemple, il a des centaines de milliers de francs d'investissement. Il doit toujours se renouveler. Après, il doit survivre. Après, on arrive à la marque. Et la marque, elle marche beaucoup parce qu'il dit, oh, j'ai besoin d'un budget marketing énorme parce qu'il y a de la concurrence sur le marché. Et après, elle baisse ses prix parce que son concurrent baisse ses prix. Il fait pression sur le fournisseur et ça va en cascade. Il faut arrêter tout ça. Il y a un juste prix. Mais ça, c'est un autre débat que je suis prêt à partager volontiers avec vous. Mais sachez que ces vidéos, ça paraît très simple, mais quand elles sont authentiques, parce que c'est le bonhomme qui filme ces 5 secondes, moi je fais ça, moi je fais ça. Et la crédibilité passe par l'authenticité. Et maintenant, je crois qu'il y a juste un dernier slide. On trace l'information ensemble. Si vous avez besoin d'aide, vous n'arrivez pas à l'information, vous la cherchez. Si vous arrivez à l'obtenir par vous-même, tant mieux. On vérifie l'information. Ensuite, on partage l'information pour vous en mode privé. Et si vous saviez le nombre d'entreprises à l'interne, parce qu'ils vont découvrir ce que fait l'entreprise. Chacun, il sait qu'un bout. Ah, on fait ça, tu as une cantine, puis lui, il fait ça. Ça donne une énergie énorme. Puis après, on hésite, on cache ça, ça va passer. Mais ça, c'est confidentiel. Puis après, on souffle dans la transparence. C'est ça, ces 4 étapes, c'est tout simple. Et j'ai quand même un petit but, mettons que les questions vont arriver, j'espère, c'est qu'à l'époque, j'ai donné toute mon énergie. J'avais créé une marque, c'était un jardin. Et je disais ma vision. Moi, je voulais que le consommateur, je voulais faire parler le produit. C'est ce qui se fait avec la vidéo. Là, dans cette vidéo, vous verrez les suivantes, il y aura du Siri qui dit « Salut, je m'appelle Ginny, tu veux voir ma vie ?» Et là, c'est drôle. Donc, bon, je voulais faire parler le produit, aller au consommateur. Et pour ça, j'ai fait tout ce qu'on a fait. Mais maintenant, ça a tout changé. Je ne suis pas en train d'essayer de vendre un produit, mon produit ou mon idée. J'essaie de la partager avec tous. Et ça va être fois 1000, fois 3000, fois 30 000. C'est ça le vrai but qu'on a tous derrière Product DNA. Et c'est peut-être l'essentiel parce que, je ne sais pas comment vous dire ça, il y a toujours entre vendre, c'est vrai, et faire les choses bien. On est entrepreneur, on doit payer nos factures, on doit vendre, mais autant vendre bien et économiser beaucoup d'argent dans des pubs qui sont comme ça, et juste communiquer. Ça va avoir un effet multiplicateur monstrueux, je le souhaite. Voilà, merci beaucoup. Et puis, on attend vos questions. Raphaël. Moi, je remercie déjà donc, tous les conférenciers pour leurs interventions et le contenu qu'ils ont amené sur cette thématique. Donc, effectivement, on attend vos questions. Moi, j'en ai déjà une là. Qui concerne en fait le degré de traçabilité. Ce que j'entends par là, c'est que le reproche qui était fait par les initiants au contre-projet, donc pour l'initiative entreprise responsable, c'est qu'un rapport n'a pas de valeur. C'est ce qu'ils disaient. En même temps, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'un devoir de diligence raisonnable? Et c'est là ma question. On a beaucoup parlé d'information, mais qu'est-ce qui doit être dans cette information? Quelle est l'attente des consommateurs, si ce n'est pas la loi qui le détermine, quelle est l'attente, le niveau d'information requis pour que le rapport ait de la valeur ou que la traçabilité ait de la valeur? Moi, je peux répondre peut-être à cette question en partie. Ça dépend des secteurs. Il y a une différence entre, dans les attentes aujourd'hui d'un secteur à l'autre. Il y a des degrés de maturité dans les secteurs. Aujourd'hui, le consommateur, il n'aura peut-être pas encore tout à fait les mêmes exigences parce qu'il manque d'informations peut-être dans le secteur textile, il aura peut-être plus d'exigences que dans le secteur informatique, je dirais. Donc, plus on peut donner au consommateur la capacité d'être éclairé, d'avoir des informations pour faire des choix, mieux c'est. On voit quand même que dans certains secteurs, comme là on a parlé de cosmétiques, depuis le moment où on a commencé à travailler pour Guerlain, qui était précurseur il y a 4 ans, ça semble fou, mais ils étaient précurseurs. Et aujourd'hui, il y a eu une lame de fond dans le secteur et la multiplication de nouveaux acteurs qui prennent beaucoup de place, qui eux sont totalement transparents. C'est plus facile de travailler avec un petit hors-bord que de travailler avec un énorme paquebot. Donc en fait, c'est vraiment une lame de fond. Certains secteurs sont plus avancés que d'autres. Les exigences des consommateurs sont plus pointues sur un secteur que sur un autre, mais il ne va pas y avoir de marche arrière.
Donc, petit à petit, ça va, à mon avis et à notre avis, toucher tous les secteurs. Merci beaucoup. Raphaël, juste pour être précis par rapport, qu'est-ce qu'une diligence raisonnable? Eh ben, moi, je vais tourner ça en tant qu'entrepreneur. Si je ne sais pas exactement, je passe par mon agent, et ce qui est en amont, puis j'apprends qu'il y a des problèmes dans la chaîne, travail d'enfants, ou ce qui est de moins en moins le cas, Dieu soit loué, mais des problèmes d'heures supplémentaires, des salaires mal respectés. Si on vient un journaliste ou un activiste ou n'importe qui vient me dire ça, je dis, mais je ne sais pas où il produit. C'est-à-dire que c'est devoir de diligence, c'est de me renseigner, de demander tout ce que je peux obtenir. Je le mets, je le montre. Et si qui n'ose ou pas, on va corriger, corrective action plan, d'action corrective. Là, c'est ça, le devoir de diligence raisonnable. Et le degré de traçabilité, on a toute une, je ne pensais pas qu'on en parle aujourd'hui, mais on fournit des indices de traçabilité, comme on fournit des calculateurs de CO2. L'indice de traçabilité, c'est 5, 6, 7 critères. Je vous donne un exemple tout bête. Moi, je fais ces lunettes. Elles viennent de Bombay. En Inde, je les ai livrées 25 par bateau et à 10 000 pièces. Et voilà. Donc, je donne tout. Ou bien, je peux mettre dans mon code, c'est Made in India, puis je donne encore le nom du fournisseur. C'est Made in India, quantité non révélée, livrée en 2020. Vous voyez le degré de traçabilité? C'est de l'appel l'index de traçabilité. Alors, les clients nous appellent, et puis on fait à l'interne toujours. Tu as 3, 4 étoiles. Mais pourquoi je n'ai pas pu? Écoute, si tu prenais l'effort de les quantités, tu as besoin de les cacher, la date, le lieu et où, tac, tu montes. Ah, c'est bon. Alors, on ne force rien. Mais c'est un peu comme, vous savez, dans les hôtels, Booking.com, ils évaluent. Et on aura les consommateurs. Ça va s'appeler du B2C, ce qu'on fait maintenant ensemble, on fait du B2B, on vous trace. B2C, on vous accompagne pour le consommateur. Et le C2C, le consommateur va commencer à échanger entre les réseaux sociaux, comme Pascal Meyer avec Coca, impossible, il est d'ailleurs dans notre conseil d'administration, donc j'en suis très content. Et puis, tout à coup, il y a un C2B, un consommateur qui va poser une question directement à la marque. Pourquoi vous avez fait ce produit? Pourquoi vous avez fait ce produit? Pour gagner de l'argent? Est-ce qu'il y a une demande et tout? Ah, une bonne question. Par qui? Pas où? Qui? Ah ouais. Quand? Comment? Eh ben, c'est des questions qui sont naturelles si on maîtrise. Voilà, c'était juste pour Raphaël, pour compléter la réponse. Moi, j'ajouterais peut-être quelque chose du côté entreprise. Dans notre secteur, il y a très peu d'acteurs qui utilisent en fait des outils de transparence. Néanmoins, je pense que, pour répondre à votre question plus largement, c'est un processus dynamique, c'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui va mettre un benchmark sur le degré d'information ou de transparence, et il y en a qui vont suivre et il y en a qui vont prendre le relais, et éventuellement ce sera un processus vertueux. Par contre, ce que nous on a remarqué, c'est auprès de notre base client, parce qu'on a vraiment des clients très très diversifiés. Au début, il y avait un peu de résistance quant à avoir ce truc un peu bizarre, cette espèce de QR code, cette traçabilité. Ils avaient du mal à comprendre la valeur ajoutée. Ils avaient un peu la perception que c'était un peu quelque chose pour nous plus que pour eux. Ou que c'est quelque chose qu'ils ne maîtrisaient pas. Avec le temps, je dirais que peut-être 80 ou 90% de nos clients veulent et se rendent compte de l'intérêt de ce système, en fait, de ce code. Il y a encore un peu de résistance, mais c'est en train de changer. Pareil aussi au niveau de nos fournisseurs. Au début, ils n'étaient pas très, très enclins à donner leur certification, de les avoir en ligne, postées. Eux, maintenant aussi, jouent le jeu. Donc, ça évolue progressivement et je pense que le degré, en fait, va continuer d'augmenter, le degré de transparence. Merci. Alors ça me permet justement de rebondir sur la question suivante. Est-ce qu'il y a déjà eu des cas où des fournisseurs de vos clients ne souhaitaient pas être affichés et comment vous avez géré, donc si ça arrive, comment vous gérez ce genre de situation? J'en ai un, je suis obligé de le prendre. C'était il y a quelques années, une entreprise suisse, en Suisse alémanique, dans l'ameublement. J'étais avec Gilles, puis ils ont dit « Ah, magnifique, on fait la procédure, voilà, tu donnes les adresses, vous envoyez une lettre, on behalf of Productina, we need information ». Puis on se bute avec deux agents qui fournissaient, parce que c'était une entreprise qui faisait beaucoup d'affaires, et puis il dit « Ah ben non, ça ne vous regarde pas le prix ». J'appelle le client, puis il dit « Mais non, ben non, on fait un prix, il nous voit. » Et vous ne savez même pas combien il marche, vous ne savez même pas combien il paie derrière. Et puis on s'est dit « Gilles, voilà, on n'est pas des Samaritains, on laisse tomber, on est retourné tranquillement dans le train. Et puis, c'est non comment, c'est impossible. Mais sinon, ceux qui
qui se retiennent. On les obtient, ce que Tanti n'a pas montré dans la micro-vidéo. À la fin, mais vous pouvez le regarder plus tard, se déroule la bande passante avec qui a produit la vidéo. Puis ils sont tous fièrement cités sur la vidéo. Et puis n'importe qui dans le monde peut dire « Ah, toi, tu fais ça ». Ils sont plus dépendants d'une seule chaîne. Ils peuvent montrer au monde entier leur excellence. Donc ça va aussi changer. Le problème que je nommais, il y a 4 ans, il n'y en avait pas la micro-vidéo. Mais si je l'avais montré, le bonhomme, il aurait tout de suite changé d'épaule. J'ai dit, notre client, on ne peut rien faire. Ou vous insistez pour l'information, bon, on ne peut pas le faire pour vous. Mais bien sûr que ça arrive. Mais peu, très peu. Parfait, merci beaucoup.